Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en plateau avec un invité exceptionnel. On va aborder le sujet de l'immobilier d'entreprise et plus précisément, est-ce un investissement rentable d'investir dans l'immobilier d'entreprise? On va en parler en plateau tout de suite après cette courte vidéo. C'est parti. Finalement, les intentions d'investissement des grands investisseurs européens. D'abord, bonne nouvelle pour la France parce qu'ils placent la France, ces investisseurs, ils placent la France comme le troisième marché européen qui connaîtra la plus forte croissance dans les mois et les années qui viennent. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors troisième derrière qui? Derrière l'Allemagne et les Pays-Bas. Mais quand même, effectivement, la France reste parmi les terrains de chasse des investisseurs sur l'immobilier d'entreprise au sens large. Faut se rappeler quand même, et c'est ce que fait CBRE, que Paris, c'est la capitale européenne qui a été la plus dynamique l'année dernière, qui a été quand même assez particulière, on va le rappeler aussi, et où il y a eu quand même 20 milliards d'euros qui ont été investis en immobilier d'entreprise à Paris. Donc effectivement, ça vaut le coup de rappeler que la France, c'est un marché quand même assez solide sur ce terrain-là. Alors après, effectivement, quoi qu'il arrive globalement pour l'Europe, les investisseurs croient qu'il va y avoir un vrai rebond dans les mois et les années qui viennent. 60% d'entre eux prévoient d'augmenter leur volume d'investissement cette année. Donc on parle de toute l'échelle de l'Europe. CBRE anticipe d'ailleurs une progression du volume d'investissement qui ira jusqu'à 5% cette année. Donc on voit bien qu'on est quand même sur une pente plutôt ascendante en ce qui concerne l'immobilier d'entreprise. Et je vous retrouve en plateau avec mon invité David Bramy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur du groupe Point de Vente spécialisé dans l'immobilier commercial. Oui. On va parler d'investissement dans l'immobilier commercial. Est-ce qu'il y a différentes manières d'investir rentable dans l'immobilier commercial? Et si oui, lesquelles? Alors déjà, merci de me recevoir. Ouais. Juste d'abord pour répondre à ce qu'elle vient de dire sur l'émission de La Vie Immo, il y a eu des mouvements, beaucoup de mouvements, beaucoup de journalistes qui ont écrit beaucoup d'encre en disant que l'immobilier de commerce, l'immobilier commercial, l'immobilier d'entreprise allait souffrir. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et ça fait 1 an qu'on nous dit que ça va chuter, et aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. Ça, c'est le premier point. Ensuite, concernant votre question, concernant l'investissement aujourd'hui en immobilier d'entreprise, on n'a pas vu de baisse. La seule chose qu'il y a eu, c'est que les banques ont un peu fermé les robinets pendant l'espace de 6 mois. Aujourd'hui, les banques se rendent compte que le crash qu'on nous avait prévu n'est pas venu, et donc les banques réouvrent les robinets. Et là, on s'en rend compte depuis 3 mois, on voit qu'il y a un mouvement d'investissement qui est assez important. Donc, ce que vous dites, c'est important. Il n'y a pas de crash, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de cession de fonds de commerce, il n'y a pas plus de vente de murs en immobilier commercial par rapport à une période pré-Covid. En fait, depuis 1 an, les investisseurs me disent « j'investis pas, j'attends que ça baisse ». Et en fait, ça fait 1 an que je leur dis « continuez à pas investir ». Mais ça marche aussi dans l'immobilier d'habitation. Ça fait 10 ans qu'ils disent ça. Mais ça baisse pas. Et donc, au bout d'un moment, au bout de 6 mois, 1 an, d'ailleurs, des investisseurs qui ont continué à investir, aujourd'hui, ça ne baisse pas. L'actif n'est pas toxique. Les gens pensent que l'actif commerce classique en centre-ville ou autre est toxique. Il ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'on aura toujours besoin d'aller se déplacer dans un commerce pour pouvoir se restaurer, pour pouvoir acheter des habits. Donc, la mutation, bien sûr, d'Internet, Amazon, on pourrait débattre pendant longtemps sur ce sujet-là. Le commerce, le centre-ville, le commerce de périphérie n'a pas eu son crash. Et à mes yeux, peut-être que je peux me tromper, il n'aura pas lieu. Il n'aura pas lieu parce qu'on est dans un pays qui a beaucoup aidé les commerçants. Et donc aujourd'hui, les commerçants ont eu l'argent nécessaire pour pouvoir réouvrir. Et là, on va le voir d'ici quelques semaines, l'ouverture, comment elle aura lieu. Mais je vous rejoins et je le vois, on fait des opérations en immeuble de rapport où le rez-de-chaussée est un local commercial, on arrive à trouver des preneurs, c'est très rentable. Mais du coup, quelles sont les différentes typologies? Est-ce que ce qui est le plus rentable aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'acheter les murs et trouver un locataire? Est-ce que c'est d'acheter des bureaux, de le transformer en coworking? Est-ce qu'il y a des niveaux de rentabilité différents? Est-ce que c'est pour des typologies d'investisseurs différents? Est-ce que je peux avoir votre avis dessus? Alors, elle est un peu large la question, mais je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, rentabilité égale risque. Donc, de toute façon, que ce soit l'immobilier ou autre chose, rentabilité égale risque. Donc, c'est sûr que si vous vous mettez à Paris, dans la rue principale, à Lyon ou à Bordeaux, dans la rue principale, vous n'aurez pas la même rentabilité qu'en périphérie. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que vous avez un locataire. Et la troisième chose, c'est que ce qui est le plus important, c'est de savoir la valeur locative. La VLM, comme on dit. La valeur locative, donc je l'explique rapidement, c'est la surface divisée par le loyer. Donc, il est bien évident que vous pouvez avoir une rentabilité de 3, de 5 ou de 7. Mais cette rentabilité est liée à quoi? À un loyer. Donc le plus important dans l'immobilier d'entreprise, c'est aussi de savoir si le loyer est en corrélation avec la valeur du marché. Parce que dans l'habitation, les valeurs, on va dire, sont un peu capées. On connaît 18 € du mètre, 20 € du mètre. Dans l'immobilier d'entreprise, et dans l'immobilier commercial surtout, les valeurs sont un accord entre 2 personnes. Donc la rentabilité doit être énormément liée à la valeur locative du local.
Et c'est un risque aussi quelque part du coup, si c'est corrélé finalement au preneur. C'est-à-dire que c'est corrélé à une personne, à un instant T qui est en face de moi. Oui. Donc les 3 erreurs à ne pas faire. 1, on n'achète pas un locataire. Parce que souvent on me dit ah oui, ça reviendrait à dire ça, ouais. Ah bah déjà souvent on me dit ah oui, vous vous rendez compte, je sais pas, j'ai Monoprix, maison mère. Oui, et alors si Monoprix s'en va demain, qui vient? Donc déjà 1, on n'achète pas un locataire. 2, on n'achète pas une affaire que sur la rentabilité. Parce que parfois on me dit ah ouais, c'est du 7%. Mais c'est du 7% de quoi? C'est quoi la valeur locative en fait? Parce que si la valeur locative est surélevée, votre 7% il vaut un 5, il vaut un 4. Alors que votre 5%, si c'est une valeur locative qui est normale, votre 5% est un vrai 5%. Et la troisième chose qu'on n'achète pas, enfin qu'on fait attention, c'est l'emplacement. Le plus important, c'est la fluidité de votre actif. Est-ce que votre actif, si vous voulez le vendre demain, vous appuyez sur un bouton, vous le vendez? C'est pour moi le nerf de la guerre, c'est est-ce que votre actif est liquide? Donc pour aider nos téléspectateurs, vraiment ce qu'on pourrait retrouver, c'est en 1, l'emplacement. Oui. Parce que ça va être vraiment très important. La liquidité, c'est de dire si finalement Monoprix s'en va, à qui je peux le relouer rapidement, à quel prix, est-ce que je peux le rouler au même prix que Monoprix? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte? Oui. Pas forcément. Oui, il y a un facteur énorme à prendre en compte. La disposition du local. Parce que souvent, on me dit aussi « Ah, j'ai 180 mètres carrés. » D'accord, mais vous avez 180 mètres carrés, c'est un U ou un T, et vous avez 180 mètres carrés, c'est un rectangle. Des enseignes nationales, ou même un indépendant, ne rendent pas de la même façon si vous êtes un vrai rectangle ou si vous êtes le local est mal fait. Et troisième chose, qui est le plus important aussi, est-ce que votre local commercial est sur une zone avec un conduit de cheminée ou pas? Nous, on se rend compte, une statistique qui est très simple que je vous donne aujourd'hui et que je donne à vos téléspectateurs, un conduit de cheminée vous permettra un jour ou l'autre d'augmenter votre valeur locative de 20%. On l'a vu depuis 10 ans, on a de la data, c'est 20% de plus avec un conduit de cheminée. Ouais, donc gros élément et important critère à prendre en compte. Voilà, et petit conseil pour vos investisseurs, et je sais qu'il y en a beaucoup qui vous écoutent, demandez à faire placer un conduit de cheminée. Même si vous avez aujourd'hui un marchand de chaussures, écrivez à la copro, essayez de mettre un conduit pour que demain, quand il partira votre marchand de chaussures, vous y mettre un restaurant, un dark store ou autre chose. Ouais. Donc ça, c'est un petit conseil, un petit tips qu'on donne pour vos clients, pour les gens qui nous écoutent, pardon. Mettez des conduits de cheminée. Je voudrais qu'on parle de la géographie de l'investissement. On accompagne des investisseurs dans toute la France et une des premières questions qui revient souvent, c'est la géographie. C'est finalement, je fais un investissement qui n'est pas un investissement sentimental, qui n'est pas un investissement émotionnel, c'est un investissement financier. Quel est votre conseil sur la partie immobilier d'entreprise? Alors oui, il existe l'emplacement, mais est-ce qu'il faut mieux investir à Paris? Est-ce qu'il faut mieux investir dans des villes de province? Comment on peut aider les téléspectateurs pour se décider sur ce point-là? Ouais, alors moi, si je dois aider les téléspectateurs et parler sincèrement, investissez là où vous connaissez. Donc si vous êtes de Bordeaux, ne commencez pas à venir investir à Lille. C'est pas méchant, c'est pas que Lille n'est pas bien, c'est que vous connaissez votre zone de chalandise, vous connaissez les politiques, vous connaissez les mouvements sociaux, vous connaissez beaucoup plus de choses. Donc investissez proche de chez vous. Premier point. Deuxièmement, si la gestion de votre actif n'est pas faite par un tiers, c'est vous qui allez le faire. Bon, s'il y a un problème avec votre locataire à Lille, vous allez aller à Lille pour parler avec lui? Non. Donc, vaut mieux investir pas loin de chez soi. C'est mon avis. Alors souvent, c'est ce qui ressort. Il y a moins de problèmes dans l'immobilier d'entreprise, dans la gestion de l'immobilier d'entreprise. Il n'y a pas photo. Que dans l'habitation, parce qu'on fait supporter les charges aux preneurs. Du coup, est-ce qu'il y a besoin d'être accompagné d'un gestionnaire sur l'immobilier d'entreprise? Parce que c'est un des avantages, normalement, sur le papier de l'immobilier d'entreprise. Je me dois, je ne voulais pas trop en parler, mais je me dois, même si vous faites beaucoup d'habitation. Écoutez, moi, j'ai démarré en investissant dans l'habitation, il y a 10 ans. J'ai arrêté. Pourquoi? Parce que, nous, dans le commerce, dans l'entreprise, on a quelque chose qui s'appelle le 605 et le 606. C'est des articles de loi qui disent qu'en fait, à l'intérieur d'un local, le locataire, c'est à lui de gérer tout. Il y a une toilette qui fuit, il ne m'appelle pas. Vous avez un problème technique ou vous avez n'importe quel problème, c'est son problème, c'est pas le mien. Ça, c'est très important par rapport à l'habitation. La deuxième chose que vous avez, il n'y a pas de trêve hivernale. Enfin, d'ailleurs, je m'en occupe presque plus. Donc, vous savez, pour mettre un locataire dehors, il faut la période hivernale. Pardon. Deuxième point. Troisième point, on est sur des beaux triple nets. Qu'est-ce que ça veut dire? Taxe foncière, charges, taxe d'ordures ménagères, taxe de voirie. Toutes les charges sont à la charge du locataire. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, vous êtes face à quelqu'un qui cherche à travailler. Vous n'êtes pas face à quelqu'un qui vit, sa femme, ses enfants, sa famille.
vous êtes face à quelqu'un qui, s'il ne travaille pas, il vous rend les clés. Enfin, on part dans les procédures souvent, mais beaucoup moins que dans l'habitation. Oui, alors on pourrait tempérer, ce serait... ça m'intéresserait de débattre sur un autre sujet. Plaisir, mais il y a la capacité aussi à éclater son risque, puisqu'on sait très bien que sur du local commercial, on va être généralement sur des ensembles qui ont un certain nombre de mètres carrés. Et pour quelqu'un, et ça a été mon cas il y a 10 ans, qui démarrait avec 0 argent, un tout petit peu de capacité d'endettement, c'est très compliqué pour un investisseur débutant de rentrer sur le marché de l'immobilier commercial, parce que c'est des tickets, et en plus, vous représentez le groupe Point de Vente qui est très, très bien implémenté à Paris. On sait ce que c'est le prix au mètre carré à Paris. Bon, tout de suite, 100 mètres carrés, ce n'est pas un investissement qui est à la portée de tout le monde. Donc il y a aussi cette volonté, et l'habitation permet aussi beaucoup plus de démocratiser de manière générale l'investissement, parce que c'est tout simplement aussi un ticket réduit. Personnellement, je ne suis pas totalement d'accord, mais on ne va pas débattre aujourd'hui sur ce sujet-là. Par contre, il y a bien une chose qui est sûre, c'est que c'est plus simple. Oui, bien sûr. Voilà. C'est plus accessible, bien sûr. C'est plus accessible, c'est plus simple, c'est une surface, un loyer. Il n'y a pas de VLM, par exemple. Il n'y a pas la VLM, il n'y a pas le savoir lire un bail commercial. Il n'y a pas des négociations tripartites. Il n'y a pas des cautions bancaires. Il n'y a pas des articles de loi de partout. Oui, c'est certain que c'est plus accessible. Mais je partage ton avis. Quand vous décrivez quand il y a un dysfonctionnement, finalement, bon, je fais simple, mais le locataire se débrouille. Ça fait la transition avec ce que je veux vous poser comme question. Est-ce que l'immobilier d'entreprise de demain, il n'est pas serviciel, avec beaucoup plus de services, justement, pour être compétitif? Est-ce que ce n'est pas fini un petit peu ce modèle où le locataire se débrouille un petit peu et que si on veut faire plus de rentabilité, il faut lui apporter plus de services? Et c'est ce qu'on constate tous les jours sur l'habitation. Sur l'habitation, il faut se démarquer, il faut avoir un logement qui est refait à neuf, qui a plus à l'intérieur de services, qui est plus beau, qui est plus coup de cœur. Le Airbnb l'a prouvé dans la location saisonnière en apportant beaucoup de services. Est-ce que ce n'est pas la même chose dans l'immobilier d'entreprise? Et il ne faut pas se différencier, apporter beaucoup de services pour demain être concurrentiel par rapport à d'autres produits sur le marché? Alors, oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que déjà, on revient toujours à ma phrase de tout à l'heure. C'est-à-dire que apporter du service à quelqu'un qui vit dedans. Si vous avez un doorman, on prend les États-Unis, vous avez beaucoup de services dans un immeuble, dans un condominium aux États-Unis. Dans le commerce, déjà le type va ouvrir parce que nous, par exemple, on s'est beaucoup posé de questions à savoir est-ce que dans des boutiques avec des gros bailleurs, on se disait est-ce qu'on fait pas les travaux en amont, on lui donne clé en main. Mais le type, le concept qu'il va faire, vous l'anticipez pas. Dans un appartement, vous faites un appartement, une cuisine, on va dire classique, vous refaites des travaux classiques, le type est content. Mais si je vous installe dans un commerce un burger, ou si je vous installe un marchand de chaussures, je reviens toujours à ce marchand de chaussures, c'est pas la même chose. Donc les travaux ou le service qu'on va pouvoir apporter est vraiment très spécifique. C'est pas facile. On peut le faire sur des zones extérieures, des périphéries. Oui, ça se fait de plus en plus. Mais c'est encore tôt pour nous. Là, on parle de la partie mur immobilier d'entreprise. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'actualité, sur la partie coworking, et notamment la partie WeWork. Bon, beaucoup de bruit, puis on voit un petit peu que ça tourne légèrement au fiasco. Je voudrais déjà avoir votre avis sur cette actualité. Ce que vous pensez de manière générale du coworking dans l'avenir. Est-ce que c'est un vrai marché d'avenir, ou est-ce que c'est un peu l'effet de mode de ce qu'on voit dans l'actualité? Alors, je vais être très sincère. Je ne vais pas être clair dans ma réponse parce que, personnellement, je ne sais pas. Oui, c'est sûr qu'il y a eu un énorme bruit, comme les Américains adorent faire, en nous faisant arriver avec des milliards et des milliards en disant on va tout racheter en France, on va tout racheter en Allemagne, on va tout racheter dans tous les pays du monde et on va créer le plus grand groupe. Ok, bon. Il s'avère que je crois au coworking, très sincèrement. Je vois, par exemple, mon petit-neveu, là, il cherche un bureau. C'est tellement plus simple d'aller payer un petit bureau, une chaise, une table, et de pas d'avoir d'engagement. D'ailleurs, ça, c'est l'avenir. On parlait du service, ça, c'est l'avenir. Signer un bail, 369, des cautions, des garanties, alors que là, tu viens, tu prends ta... Oui, j'y crois. C'est la méthode free, c'est le sans engagement. J'y crois. Après, la méthode WeWork, j'y crois un peu moins. C'est-à-dire d'arriver avec des milliards en disant on est les meilleurs, on est les Américains, un peu comme toujours d'ailleurs, j'y crois moins. J'y crois moins parce qu'en fait, ils sont venus sur des VLM, d'ailleurs toujours pareil, ils sont venus sur des valeurs locatives ou des prix, ils ont acheté tellement cher qu'aujourd'hui, ils sont dans une situation compliquée. Compliquée parce que la rentabilité ne suit pas. Donc, WeWork, je pense, même si je ne voulais pas vous donner mon avis, je pense qu'on va arriver sur un bel éclatement d'une belle bulle. C'est-à-dire que le mouvement a été lancé. Le mouvement du coworking est lancé.
Sauf qu'ils sont allés trop vite. Oui, parce que ce mouvement, c'est une lame de fond. Le fait de télétravailler, donc je n'ai pas forcément envie de rester chez moi, mais je veux avoir un bureau, donc ça correspond à ce besoin-là. Est-ce qu'ils y sont allés à l'américaine trop vite, trop fort? Ouais. Mais non, mais attendez, là on n'a pas le temps, mais vous voyez, si je vous mets des stats de ce qu'ils ont acheté comme prix au mètre carré dans Paris, des immeubles, impossible en fait. C'est que personne ne peut s'aligner. Mais non, mais mathématiquement, ils ne sont pas rentables. Voilà. Donc le concept est bien, la disruption arrive, la manière de l'avoir fait n'est pas bonne, c'est tout. Parfait. Merci beaucoup, David, d'avoir accepté notre invitation. J'espère avoir été clair. Et d'avoir donné un maximum de valeur et des tips très importants pour investir dans l'immobilier commercial. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.